Et on va rester dans l'urbanisation des sites et des espaces verts. On va simplement changer de commune. On va aller à Schaerbeek, Schaerbeek et Evere avec la friche Josaphat qui revient actuellement au cœur des discussions. Alors pour rappel, un plan d'aménagement directeur, les fameux PAD, prévoit la construction donc de 500 logements sur une partie, dont du logement social. C'est 25 hectares en tout. Ça se situe à cheval donc entre Schaerbeek et Evere pour ceux qui ne verraient pas encore. Et en juillet 2021, eh bien, le gouvernement bruxellois avait approuvé en première lecture ce plan, mais après l'enquête publique qui a suscité beaucoup de réactions, eh bien, le dossier bloque à nouveau entre les socialistes et les écolos. Le gouvernement donc de demain pourrait être un peu tendu car cette semaine, on a appris que les organismes d'intérêt public, les OIP, que sont CityDev, l'ASSO ou la SLRB, doivent choisir avant le 9 mars le consortium qui construira les logements. Alors on va tenter de faire un petit peu le point avec vous. Thils van Giesegem, bonjour. Bonjour. Alors vous travaillez pour Interenvironnement Bruxelles. Cette friche aujourd'hui, pour vous, est-ce qu'il faut la préserver totalement ou est-ce qu'il faut quand même une partie de logement ? Alors c'est là que tout le nœud du problème, et donc il faut bien comprendre les deux positions qui se jouent aujourd'hui. Donc la position du Parti Socialiste aujourd'hui qui veut urbaniser une partie de la friche avec 509 logements, ce qui pose une série de problèmes. Alors un problème démocratique parce que ça repose sur un dialogue compétitif qui a été lancé avant même les enquêtes publiques sur le PAD. Ça veut dire qu'on a déjà bétonné des choses avant même de les mettre en débat avec la population. Un problème programmatique parce qu'on veut construire 509 logements, mais seuls 50% sont publics. Je ne connais pas la répartition de logement social, mais aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est du logement abordable et du logement social. C'est ça vraiment la priorité. Et un problème au niveau de la biodiversité aussi, parce que là où le Parti Socialiste entend construire, c'est sur une des zones les plus intéressantes d'un point de vue de la biodiversité. On sait qu'aujourd'hui, vu les enjeux climatiques, il y a des choses à défendre aussi. Alors, il y a déjà eu un compromis entre écolo et le PS à un moment donné, justement au moment de cette première lecture qui avait été accordée, avec garder quand même 40% des 25 hectares qui ne seraient pas constructibles et garder cette biodiversité. Et aujourd'hui, on dit que c'est pas assez. Vous pensez aussi que c'est pas assez ? Alors là, on peut en venir à la position d'écolo, qui est de dire que de reprendre à son compte d'écolo et Groen, de reprendre à son compte ce qui est porté par un certain nombre d'associations et de collectifs d'habitants, qui est de dire construisons la ville sur la ville et construisons le vert sur le vert. Pour nous, c'est aussi une position problématique, à la fois au niveau régional, mais aussi au niveau local. Au niveau régional, parce que ça veut dire construire la ville sur la ville, ça veut dire densifier la ville là où elle est déjà dense. Donc principalement, en gros, ça veut dire densifier la ville en première couronne, dans les quartiers déjà défavorisés, avec toutes les problématiques qui découlent de la densification, et ne plus densifier dans principalement les quartiers de deuxième couronne, qui sont des quartiers plus aisés, où on dispose encore de terrain, notamment pour construire du logement social. Et donc, en fait, construire la ville sur la ville et laisser le vert sur la vert, c'est laisser un statu quo des inégalités, voire renforcer les inégalités existantes. C'est pas une politique acceptable d'un point de vue de justice environnementale. Et si on revient sur la friche, ce qui est proposé, donc, c'est de construire plutôt du côté déjà bétonné, qui a le côté est, où il y a des entreprises, c'est une zone d'entreprise, d'industrie en milieu urbain. Qui est plus sur Evere, c'est ça ? Oui, enfin, qui est plus en tout cas à l'est. Là, c'est problématique aussi parce que les industries en milieu urbain, c'est aussi une fonction faible. Donc, il faut les défendre. Et en fait, il y en a de moins en moins. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est quand on crée du logement à proximité de zones d'industrie urbaine, c'est notamment le cas beaucoup au Canal, que ce soit à Bistebroek ou à Torre-et-Taxi. Il y a une cohabitation très difficile entre les habitants qui vont se plaindre, à juste titre, de nuisances liées aux industries urbaines. Et donc, on grignote de plus en plus les industries urbaines pour construire du logement. Or, on a besoin de garder des industries aussi en région bruxelloise. Mais du coup, ça devient un peu compliqué de trouver quand même un compromis. On a l'impression qu'on est dans un nœud... En fait, il faudrait, je pense que ce que demandent les collectifs d'habitants, c'est notamment de repartir d'une page blanche, c'est d'abandonner ce dialogue compétitif, d'abandonner le PAD et de revoir comment est-ce qu'on peut, plutôt que de mettre en concurrence différentes fonctions faibles qui sont le logement social, les zones d'industrie en milieu urbain et la biodiversité, de voir comment est-ce qu'on peut repenser un programme qui met ça en valeur. On pourrait tout à fait imaginer de construire du logement social tout sur le pourtour de la friche et garder les principes de biodiversité intacts tout en construisant du logement de qualité sociale. Pour vous, ça serait ça la solution ? Oui, pour nous, c'est ça la solution. Aujourd'hui, on a 50 000 ménages sur liste d'attente pour un logement social. C'est sans compter tous les ménages bruxellois qui rentrent dans les conditions pour un logement et qui ne sont même pas sur cette liste d'attente.
On a pris un retard considérable ces dernières décennies à ce niveau du logement social. Alors certes, construire du logement social aujourd'hui, on ne va pas rattraper le retard juste en construisant du logement social. Je pense qu'on ne fera pas l'impasse sur d'autres discussions comme un encadrement des loyers, mais le logement social apporte une réponse plus pérenne que d'autres mécanismes qu'on voit aujourd'hui, que ce soit les agences immobilières sociales ou les logements CityDev qui sont subventionnés par le public, qui sont deux mécanismes où on a des subventions publiques pour des logements qui, à terme, vont revenir sur le marché privé. Mais CityDev va construire aussi sur la friche Josaphat, il y a une partie... Oui, il est prévu, mais c'est du logement qui est subventionné pour du logement moyen, mais qui, à terme, après 20 ans, peut être revendu et partir sur le marché privé. On n'a plus de maîtrise sur ce foncier public-là, ce qui est problématique. Est-ce que vous avez des exemples dans d'autres communes bruxelloises, justement, qui auraient été un succès et vous pourriez vous en inspirer Alors, justement, c'est une problématique qui dépasse le cadre de Josaphat, puisque la question du logement social sur d'autres terrains, vous connaissez le Champ d'Écailles, les Dames Blanches, c'est à chaque fois une problématique où on oppose des fonctions faibles entre biodiversité et logement social. Et donc, je pense maintenant il faut vraiment réfléchir différemment et voir comment concilier les deux. Il y a eu quand même plus de 2000 observations lors de l'enquête publique. C'est pour ça aussi qu'Écolo a fait marche arrière en se disant finalement notre électorat il n'est pas en faveur de la construction à cet endroit-là. Vous disiez tout à l'heure que finalement le dialogue compétitif il avait été bétonné avant l'enquête publique. Est-ce que dans la manière de faire les PAD aujourd'hui, il y a un déni démocratique selon vous ? Oui, déjà dans cet exemple-là, puisqu'on voit que c'est un exemple vraiment pour pouvoir... on n'attend pas qu'il y ait une enquête publique ou que ce soit débattu de manière démocratique, on avance le plus vite possible. C'est exactement ce qui s'est passé dans le cadre de la station de Toots-Thielemans. On a donné un permis 2 jours avant les élections régionales pour avancer le plus vite possible. Dans la précipitation, on voit les conséquences aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut prendre le temps de construire des projets qui soient soutenus largement. Et les plans d'aménagement directeur, aujourd'hui... Là, le Parti socialiste n'estime plus en avoir besoin pour faire son programme, en tout cas cette partie du programme. Ça veut donc bien dire que ces plans d'aménagement directeur sont plutôt conçus pour la promotion immobilière que pour les prérogatives publiques en termes d'équipement ou de logement. Alors vous parliez du métro. C'est vrai que l'extension, en tout cas vers le nord, vers Schaerbeek, c'est en partie parce qu'on va densifier la ville à cet endroit-là. Donc parce qu'on va construire sur la friche Josaphat, parce qu'il y a aussi à terme Schaerbeek Formation qui reste un endroit, en tout cas une réserve foncière assez importante. Si on ne fait pas ça, pour vous, le métro 3, ça veut dire qu'il ne faut pas faire l'extension ? Je pense que cette extension, on peut en rediscuter sur plein d'aspects. Je ne vais pas revenir ici sur les nombreuses critiques que mon association a fait là-dessus. Je vous invite à aller sur métro3pourquoi.be si vous voulez savoir. Mais en tout cas, cette extension, aujourd'hui, au regard de ce qui se passe à Toots-Thielemans, on peut en tout cas réfléchir, rien qu'en termes financiers, est-ce que la région a les moyens de ses ambitions ? Moi, je ne pense pas. Et quand on voit aujourd'hui, hier... sur votre antenne était invité M. David Weitzman, qui donnait un chiffre d'1,5 milliard d'euros en cas de renoncement. Je ne sais pas exactement comment il a fait son calcul, mais je pense que c'est un peu malhonnête de présenter les choses comme ça, parce qu'aujourd'hui, plus personne ne demande de revenir en arrière sur les travaux qui ont été lancés, c'est-à-dire entre Albert, Toots-Thielemans et la gare du Nord. On peut très bien utiliser ces infrastructures, au pire pour mettre un métro entre Albert et Nord. Je dis au pire parce que ça va entraîner de nouvelles correspondances au Nord et au Sud, mais au mieux pour repenser le réseau de tram actuel avec plus de fréquences, avec un prémétro amélioré pour un coût quasi nul et qui permettrait d'atteindre plein d'objectifs de la ligne de métro 3, et on pourrait utiliser cet argent pour plein d'autres politiques de mobilité et de logement. Alors hier, on a reçu aussi le représentant des commerçants du quartier Stalingrad-Lemonnier. Il disait être dans un esprit constructif parce que ces changements, en tout cas pour le Palais du Midi, eux, on leur parle de 8 ans supplémentaires de travaux, ce qui n'était évidemment pas prévu et qui est une très mauvaise nouvelle pour eux. Ils disent être un petit peu dans le flou, mais vouloir avancer. Vous allez les aider aussi par rapport à ça ? Je pense qu'il faut les soutenir, il faut mettre la lumière sur les conditions dans lesquelles se passe ce chantier. Il y avait très clairement, au moment du choix et de l'enquête publique, c'était très clairement noté dans toutes les études qu'il allait avoir une gentrification du quartier, qu'il allait avoir une hausse immobilière du quartier. On n'a vu aucune mesure prise ni par la région ni par la ville pour essayer de contenir cette gentrification, pour garder l'identité de ce quartier populaire. Au contraire, on présente aujourd'hui des plans d'un réaménagement qualitatif qui peut que, aujourd'hui, vu la situation, encourager des comportements spéculatifs et prédateurs sur ce quartier.
Et donc, il faut vraiment à la fois soutenir les commerçants avec des mesures et les habitants aussi. Donc, un chantier exceptionnel, mesures exceptionnelles aujourd'hui de la part de la ville de Bruxelles et de la région. Oui, donc ça va être encore, ça va vous occuper pendant de longs mois en tout cas. Merci beaucoup Thils van Giesegem d'être venu donc pour nous parler et de la friche Josaphat et du métro 3. Merci beaucoup.